Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette 5e émission de Refacto. Aujourd'hui, je suis accompagné de Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Et je suis accompagné de Lionel Total, notre invité. Bonjour Charles, bonjour Kevin. Merci beaucoup pour ta présence et de nous rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est assez général puisque en vrai, ça touche pas que les devs, mais on va essayer de l'aborder surtout du point de vue dev, c'est le travail en équipe. Il n'y a pas vraiment de questions associées à ça précisément. Vraiment, on va essayer de parler du travail en équipe, son importance, les freins, les avantages. Et ça va être beaucoup de choses à dire. Ouais, gros sujet. Ouais, je pense qu'on va avoir de quoi discuter. Mais avant de commencer, je vais te demander de te présenter. Lionel, notre invité. Alors Lionel, comme tu viens de dire, moi j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience. J'ai été développeur pendant à peu près 10 ans. Et puis ensuite je suis passé par de la gestion de projet, de la direction de projet, de l'architecture. Et puis là maintenant je suis dans une ESN où j'ai le titre de directeur de l'architecture, directeur adjoint de l'ABU transformation digitale et également chef de projet numérique responsable. Ok. Donc, Beaucoup de rôles qui font travailler en équipe en fait, où tu vas l'idée des équipes, je suppose, où tu vas avoir quand même. Tu ne travailles pas tout seul. non, pas le choix. Ok, bah voilà, je pense qu'on va commencer le sujet, hein. Comme j'ai dit, travailler en équipe. Au début, je voulais commencer avec une expression un peu à l'ancienne, vous savez, genre tout seul, on travaille vite, ensemble, on va loin Voir et plus tout. loin. Mais ouais, je me suis rendu compte que c'était vraiment à l'ancienne. Donc on va plutôt commencer sur les vraies questions. Qu'est-ce qui... je voulais commencer par quels sont les principaux freins. Enfin non, déjà, est-ce que tu veux commencer avec une anecdote? Est-ce que tu as un truc à nous raconter, une histoire d'équipe un truc qui s'est mal passé, un truc qui s'est bien passé, une victoire, une défaite? Sur le travail en équipe, Ouais. Ouais. la plupart du temps, quand il y a des mauvaises, des choses qui se passent mal, c'est lié à un problème de communication. Après, des choses qui se passent bien en équipe, on en a parlé un petit peu hein, en off tout à l'heure. J'ai fait du sport assez haut niveau et donc le travail en équipe, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Mhm. Au niveau du travail, une anecdote comme ça, voilà, dans mes attributions, on doit aussi faire beaucoup de réponses à des appels d'offres pour des clients. Et on a un problème, c'est que très souvent, on silote beaucoup ce qu'on fait. C'est-à-dire que on va avoir les PO qui vont nous donner une compréhension de la problématique client. Il va y avoir moi ou quelqu'un de mon équipe qui va travailler à produire une architecture qui peut répondre à la problématique client. Et derrière, on va avoir les commerciaux qui vont essayer d'emballer tout ça dans un joli papier cadeau. Et on se rend compte que en travaillant comme ça de temps en temps en silo, très souvent, c'est là qu'on perd nos appels d'offres, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réelle cohérence à tout ce qu'on fait. Tandis Ok. que moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, toutes les équipes qu'on a chez nous, c'est moi qui les forme, que ce soit des équipes enfin, tout le staff, que ce soit le management, que ce soit les commerciaux, c'est moi qui les forme sur le côté tech. Et je le vois tous les jours que il faut qu'ils soient ensemble pour vraiment comprendre ce que j'essaie de leur expliquer. Parce que, ne serait-ce que sur des questions de personnalité, il y a des gens qui osent poser des questions, Ouais. d'autres qui n'osent pas, alors qu'ils ont les mêmes questions en tête. Et du coup, ça permet d'avancer et d'avoir des questions qui couvrent l'ensemble de ce qu'on pouvait attendre. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as vraiment parlé de bulles un peu, genre chaque équipe a son truc Ouais. comme ça. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on ne parle pas souvent de ça. Quand on parle de travail en équipe, on pense on est une équipe Ouais. de 5 gars, 5 filles, et on travaille ensemble, machin. Mais il y a aussi le fait de travailler en équipe, c'est aussi de travailler avec les autres Ouais. équipes. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai déjà vu moi dans les expériences passées où vraiment il y avait genre 5 équipes hyper fortes avec vraiment du caractère, de la force, des gens qui s'entendent bien, ça produit, ça va vite. Mais dès que c'est commencé à faire les interactions, en fait ça devient compliqué. Là, ou si tu as la personne qui est responsable de ça, le project manager ou n'importe quoi, qui est pas en bon terme avec d'autres personnes, ça peut te bousiller. Genre 5 équipes qui fonctionnent bien, si elles communiquent pas ensemble, ça fait genre juste 5 bouts de trucs individuels qui marchent pas en Ouais. fait les uns les autres, quoi. C'est ça, c'est un sujet que je voulais aborder plus tard, mais bon, on peut le faire maintenant. C'est que quand on se projette dans une équipe, par exemple, quand on a un entretien, etc., qu'on nous fait un entretien, on va nous présenter l'équipe. On nous présente l'équipe,
Et nous, en fait, généralement, on se projette jamais, on nous en parle pas trop, du fait que, selon la structure, évidemment, hein, si c'est une moyenne ou une grosse structure, bah, en fait, on sera dans une équipe, et on sera amené à travailler avec d'autres équipes. Et comme tu disais, en fait, la communication inter-équipe, bah, celle-là, on ne peut pas trop avoir de vision si on ne l'aborde pas, on va dire, en amont. Et moi, je voulais aussi te poser une question par rapport à ça. Bon, évidemment, je pense que tu as dû travailler, tu as beaucoup d'expérience, donc tu as dû travailler dans des environnements où il y a eu pas mal d'équipes qui sont amenées à communiquer, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui est compliqué parce que généralement, comme Charles l'a dit, au sein d'une même équipe, bon, ça peut bien se passer, quoi. Généralement, ça se passe bien, mais ça peut être plus compliqué quand voilà, on a deux équipes avec des personnalités différentes, un leader sûrement différent, un management peut-être aussi un peu différent. Est-ce que tu as déjà eu des expériences où du coup c'était pas très très fluide la communication et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour améliorer tout ça? Est-ce qu'il y avait une Comment solution? gérer quoi? Je pense qu'il y a un premier problème, c'est les mots qu'on utilise. Moi, j'ai travaillé sur un projet à la SNCF où on a fait un glossaire juste pour pouvoir se comprendre entre équipes. Ah ouais. Parce qu'on ne se comprenait pas. Il y a de plus en plus d'abréviations ou comment ça s'appelle, des acronymes, etc. Et du coup, des fois, on se parle entre équipes ou même des mails, c'est incompréhensible. Actuellement, tu n'es pas dans la même équipe. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand tu es dans la même équipe, habituellement, on se comprend. Alors, il y a potentiellement des animosités à cause de caractère, mais au moins, il y a une base commune. Quand tu es avec d'autres équipes, ne serait-ce que des fois le chef de projet avec son équipe de dev et comme je disais tout à l'heure, avec les billets ou les PO ou d'autres, c'est pas du tout les mêmes langages. Encore pire quand tu t'adresses au métier. Et là, c'est ça. Là voilà, je pense que il faut réussir à trouver déjà peut-être un émissaire chez nous qui a tendance à être fort en vulgarisation. Un gentil, un mec patient. Un mec patient, la clé. Complet, et qui arrive à avoir un peu tous les langages. Mais c'est vrai que c'est le gros souci qu'on peut rencontrer. Ouais, c'est vrai que ça parle maintenant que tu parles de ça. J'ai une expérience avec le glossaire, exactement. Ouais. Je suis arrivé dans une précédente mission où il y avait énormément de mots techniques et je m'en suis rendu compte vraiment genre jour 1. Le moment où j'ai commencé à avoir le projet en main, on a commencé à me sortir et des acronymes et des termes métiers et j'ai fait wow. Des noms de code de projet. Vous avez un... Ouais, c'est ça, mais... truc, tu sais, les gens ils savent, mais toi tu viens d'arriver, tu comprends pas. Projet Indigo, projet... Mais c'est quoi en fait genre, Exactement. Mais même, c'est ça, des noms de projets, des trucs comme ça, des noms de code, même, parfois même des noms de librairies internes, tu vois. Je me retrouve avec tous ces termes et je fais on a un glossaire de ça ou pas? Je fais non, pas vraiment. Tu sais quoi? Je vais le faire. J'ai pris un Excel, j'ai fait vas-y, à chaque fois que je ne comprenais pas un truc, je te le demande, et me l'explique, et me l'écrit, et j'avais fait mon glossaire au début pour moi, en me disant bon ça va, c'est pas grand chose, il va avoir 15 mots, au final le truc il faisait 100 lignes quoi. Et régulièrement, il y avait des nouveaux qui arrivaient et qui étaient en mode genre je comprends pas grand chose, je vais zup, tiens, voilà mon glossaire, ça c'est mon truc perso. C'est mon truc perso, donc en fait, le prends pas comme valeur produit interne de l'entreprise, c'est un truc que j'ai fait pour moi. Mais si ça peut t'aider, et le nombre, quand je me suis rendu compte que sur une période d'1 an, je l'ai envoyé 5 fois, j'ai fait les gars, je vais le mettre dans le Confluence, ok? Je vais le mettre dans la doc. Je pense que ça doit être une base, en vrai, c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais c'est un truc de base. Si t'as un métier complexe, c'est vraiment un truc qui est. C'est plus technique, quoi. Ouais. Comme moi, quand je vous disais tout à l'heure, j'explique aux commerciaux un petit peu de tech, mais on s'en rend pas compte, mais juste le mot serveur. Les mecs sont habituellement perdus direct. Une fois, tu nous as dit que c'est un ordinateur. L'autre fois, tu nous dis que c'est du code. Qu'est-ce que c'est qu'un serveur? Et juste là, il faut se dire, non, il y a le serveur physique, le serveur logique. Mais alors que pour nous, quand on se parle entre tech, on comprend direct duquel on parle. Ça, c'est contextuel. Pour des gens qui sont novices... C'est vrai que dès que tu passes au métier, j'avais aussi la notion d'admin, c'était très con, mais tu avais la notion... Dans une application, dans l'application, quand tu dis ça faut voir ça avec un admin, mais ça veut dire quoi? Parce qu'en fait tu as l'admin côté client, donc le mec qui a le plus de droits sur cette application pour le client, mais tu as l'admin aussi, nous, les super admins, sauf que en fait tu peux pas dire super admin, et puis en fait rapidement ça peut être un bazar, donc mettre un glossaire, c'est vrai que ça c'est un excellent conseil. Si je peux enchaîner un peu sur un autre thème, j'avais noté... Pour toi, Lionel, c'est quoi les principaux freins
qui fait que une équipe est moins efficace? Qu'est-ce qu'on peut un peu repérer, voir et qu'on se dit c'est quoi pour toi ce qui freine dans ton expérience? Pour moi, c'est la communication. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, hein, mais réellement, ça se voit. Enfin, quand tu manages une équipe et que tu te rends compte qu'il y a des gens qui n'échangent pas assez avec les autres. Alors déjà, depuis qu'il y a le télétravail, depuis que le travail est complètement répandu. On va y revenir après. Voilà. C'est cette communication, on a un peu plus de mal à voir les gens qui sont peut-être effacés. Ouais. Et où les gens n'osent pas prendre d'initiative, etc. Et ça exagère un peu ces biais qu'il peut y avoir déjà sur une équipe standard. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la com. Quoi. Quand on a une équipe et que tout le monde ne se parle pas, il y a un problème. Mais je sais pas si tu vas en parler après, mais je pense que ce qui résout beaucoup de problèmes, c'est l'agilité. Ouais. C'est vraiment ce qui te force un petit peu, on va dire, à sortir de ta coquille quand tu es trop réservé. Ce qui te force aussi à laisser de la place aux autres quand tu es trop exubérant. Ouais. Donc c'est vraiment la solution, je pense. Une des solutions. Toi, Kevin, Ouais, les freins, en vrai, pour moi, c'est la communication. Et après, il y a aussi, je pense, une base vraiment de caractère, de personnalité. Ouais. En fait, tu as des gens qui sont plus aptes à travailler en équipe que d'autres, tu vois, qui sont plus dans l'échange, la communication et tout. Il y en a qui sont un peu plus autonomes, plus solitaires, plus enfermés. Et, tu vois, qui ont moins envie d'échanger, donc ça après ça dépend. Et pour moi c'est ce côté-là, mode comment faire. Est-ce que vraiment c'est possible quand même de faire équipe avec des gens, tu vois, qui sont un peu différents sur cet aspect-là, ou il faut absolument, tu vois, que des gens qui sont vraiment aptes à communiquer facilement, sinon il y a trop de blocages. Est-ce que que tu as déjà été confronté par exemple à une ou plusieurs personnalités qui vraiment étaient assez enfermées, assez isolées, qui osait pas trop poser de questions, ou qui avait juste pas envie de communiquer, qui faisait son truc, mais... Et comment tu les gères surtout? Et comment gérer, comment tu gères? C'est assez compliqué. Par exemple, là, j'ai dans mes équipes quelqu'un qui a atteint d'un trouble du spectre autistique. Ok. Donc, le travail en équipe, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et effectivement, il faut... en gros, c'est les gens autour qui doivent s'adapter. Donc voilà, la plupart du temps, quand c'est quelqu'un qui a... quand c'est à ce niveau-là... où il faut éviter les échanges, c'est très compliqué et c'est tout le monde qui doit faire un effort. Par contre, quand, comme je le disais tout à l'heure, quand on est... l'agilité, je trouve, répond beaucoup à ces problèmes-là. Puisque, ne serait-ce qu'avec le daily, on doit tous parler un petit peu et dire ce qu'on fait, même si on n'a pas forcément envie de travailler avec les autres, puisque par contre, là, les user stories qui essayent d'être assez unitaires, on peut effectivement... se dire je fais que celles qui me permettent de rester dans mon coin, où l'US est assez bien détaillé, et puis comme ça j'ai besoin de parler à personne, c'est aussi possible, mais du coup on s'adapte, et puis ce qui est important c'est de se connaître. Dès que tu sais que lui faut pas trop lui parler le mardi après-midi parce qu'il est énervé, t'essaies de pas aller lui parler, quoi. Enfin, au bout d'un moment, quand on se connaît, c'est comme avec les amis, on a des amis qui n'ont pas forcément les mêmes caractères que les nôtres. On sait comment les prendre. Je pense que c'est juste ça. Et tu sais comment parler à des gens aussi. C'est ça le truc, c'est une façon. Chaque personne, il y a 10 000 formations à la formation qui te coûtent 1 milliard d'euros. qui est en mode genre, quelle est votre personnalité? Quel est votre machin? Mais enfin, je dis ça regarde, c'est un peu vrai. Enfin, c'est un peu vrai. Il y a des gens qui vont dire non, c'est tout à fait vrai, mais chaque personne a aussi une sensibilité, une façon dont on lui parle, dans une façon dont il sera confortable. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est assez important d'avoir pas mal de bienveillance dans tes échanges, même quand on se comprend pas, même quand il y a eu un malentendu. Ça a du mal à avancer. Même quand on a du mal à avancer, même quand il y a des blocages qui sont parfois très liés à l'humain, au-delà du code et de tout ça. Je pense qu'il faut juste, en mode genre, on souffle, bienveillance, tranquille. Parfois, j'ai envie de dire, c'est que du taf, tu vois, dans le sens, c'est pas ton... faut pas... On fait tous une erreur, tu vois. Parfois, on fait tous des erreurs, parfois. C'est pas un jugement contre ta personne, et ça il y a des caractères où parfois ça marche pas. Je dérive un peu, mais c'est vrai que bien se connaître, et parfois se connaître en dehors même du contexte du travail, ça fait la différence. D'où les notions de team building et tout. On dit ça, c'est vrai que ça fait un peu grosse start-up, la start-up nation. Mais en vrai c'est start-up nation. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment important parce que, comme tu disais, se connaître dans n'importe quelle relation, travail, amis, même couple, etc., même la famille,
En fait, quand tu connais les gens, c'est beaucoup plus simple d'appréhender. Tu dis, oula, là, il est pas comme d'hab, donc ça veut dire il doit pas être bien, donc je vais peut-être pas le faire chier aujourd'hui. Ou tu dis, ouais, là, il est à l'air chaud, donc je vais essayer de le challenger un peu. Et c'est vrai que selon le mood, après, tu sais, il y a une question d'humeur, tu peux avoir des soucis, tu peux être heureux, on sait pas pourquoi. Ouais, t'as ta vie privée en fait. Et c'est vrai que gérer, savoir. En gros, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est savoir réagir aux émotions, avoir de l'empathie aussi, parce que c'est vrai que si t'as pas trop d'empathie, c'est dur de. Quand la personne est dans le mal et que tu fais pas attention, que tu t'en fous, c'est compliqué. Et je pense qu'on a tous traversé des périodes de soit nous-mêmes on n'était pas bien, soit on a vu des personnes dans l'équipe qui étaient pas bien, qui traversaient une mauvaise passe. Ouais, forcément. Et ça. Ça fait partie de la vie, donc il faut savoir gérer. De ouf. J'aimais bien ce que tu disais, Lionel, sur le fait que l'agile, ça répond pas mal à ce problème. Et c'est vrai que j'ai déjà travaillé avec des personnes qui étaient vraiment genre des excellents en code, rien à dire. Et si tu leur poses la question pour j'ai besoin d'aide, ils vont te rapporter, ils vont directement te donner toutes les clés pour que toi tu y arrives. Et c'est vrai que c'est d'où l'importance du daily et parfois des rétros. Et surtout, un peu... les rétros, ce que je veux dire, c'est bien de les faire vraiment dans les règles, en mode genre anonymisé, parce que tu as des gens qui sont très, très timides, très réservés, et ça fait pas d'eux... c'est pas nécessairement négatif, mais leur laisser un espace d'expression, c'est aussi ça, à mon avis, qui va le faire tenir dans une équipe, parce que, dans une équipe, s'il y a des gens qui s'expriment pas, je pense que c'est toujours... je sais pas si tu as une expérience d'un cas comme ça, mais voilà, d'une équipe qui explose parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a des manques de com. Moi, j'ai pas eu vraiment d'explosion. J'ai eu des petites tensions, des trucs comme ça. Mais explosion. T'en as toujours. Après, explosion, c'est un gros terme. ça Il y a toujours des soucis. Et des fois, ça met du temps à monter à la surface. Parce que t'oses pas. Tu te dis, putain, mais si je le sors, ça peut faire beau. Le problème, c'est que si tu ne sors pas, ça va empirer. Et en fait, la tension dans l'équipe va pas s'échapper. Et en fait, ça fait chier tout le monde. Donc, il faut réussir à délivrer. Comme tu dis, les rétros, en vrai, c'est des bons. C'est bien fait. Ça fait partie des méthodes qui peuvent être efficaces. J'avais noté une question sur quelles sont les qualités du coup pour travailler en équipe. Je pense qu'on a déjà pas mal répondu à la question au final. T'as parlé d'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, comme dit Kevin. C'est ça, la communication. Donc, voilà, parfois c'est bien aussi de prendre une step back, reconnaître quand on fait des erreurs de communication. Ça arrive à tout le monde, ça nous arrive à tous. Donc voilà, on peut passer un peu sur notre sujet. J'avais, selon vous, alors ça c'est un truc, je suis très intéressé de la réponse à cette question. C'est quoi la taille optimale d'une équipe ? J'avais noté, c'est quoi ? C'est 4-2-2, la Coupe du Monde 2018. Qu'est-ce que... Voilà. Pour vous, c'est quoi la taille optimale d'une équipe de dev, on va dire, dans le cadre d'un dev? Quelqu'un qui veut commencer? Vas-y Lionel, vas-y. Moi je dirais entre 5 et 10. 5 et 10 ? Ouais, pour que... Parce que je trouve qu'au-dessus de 10, c'est un peu compliqué de ne pas laisser des gens de côté. Et puis quand tu fais un meeting déjà à 10, c'est long. C'est potentiellement long et puis c'est dur de garder l'attention de tout le monde. Ouais. Au-dessus de 10, t'oublies, t'en as au moins un qui va pas écouter. Au moins un, c'est optimiste. Au moins un. Non, mais... Toi, Kevin? Ouais, c'est clair. Ça dépend qu'est-ce qu'on prend dans l'équipe. Est-ce qu'on prend tout le monde? Tu vois, on prend des devs, un PO, un PM. Ouais, moi j'avais réfléchi en PO, PM et compagnie, mais je pense que 10 c'était pas 10 devs, on est d'accord. Ah non, je pense pas. Si, Ah, 10 devs. Toi jusqu'à 10 devs. Ah ouais, non, ah non, moi j'irais pas jusqu'à 10. Après, moi je suis. Moi je suis plus sur vraiment une petite équipe. Pour moi, que des devs. Hein. Non, vas-y, dis comme tu veux. Avec toute l'équipe, je pense, franchement, 6-8, max. Ouais, max. Parce que. Pour moi, comme tu dis, au bout d'un moment, quand t'es tous, si vraiment tu vas faire une réunion avec tout le monde dans la salle, honnêtement, à plus de 6, c'est compliqué. Déjà pour parler, pour intervenir, tout le temps, tu vas te sentir. Et quand t'as déjà, je sais pas, si t'as un dev back, un dev front, un dev mobile, un PO, un PM, ça fait déjà 5, t'as déjà 5. Tu vois. Ouais, ça. Donc si tu rajoutes un deuxième front, un deuxième back, hop, t'es déjà à 8. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà, pour moi, honnêtement, j'irais même pas jusqu'à 10, je crois, j'irais jusqu'à 8. Ouais. Et par expérience, en vrai, je crois que j'étais à 6 à un moment, c'était vraiment pas mal, ça avançait bien. Là, on est beaucoup moins, en termes de dev, donc ça avance, mais c'est pas... on pourrait aller un peu plus vite avec plus de dev, toujours le changement de la taille. Mais plus, non, parce qu'après, même au niveau du code, c'est géré...
Enfin, déjà, plus il y a de gens, plus la façon de gérer, voilà, faut que ça soit propre et ouais, non. Pour moi, il faut pas qu'il y ait trop de dev. Ok. Non plus, tu vois. Ok, c'est Toi, intéressant. Après, voilà, toi, c'est tu mon point pensais de quoi? Moi, dans ma tête, j'ai vraiment. Dans une équipe, ce serait genre un PO, un PM. Je rajouterais minimum 3 devs parce que c'est du coup un lead et après 2 devs, donc peu importe le niveau. Je pense qu'une taille parfaite, ce serait un truc genre 5 devs en incluant un tech lead et un stagiaire ou une alternante. Parce que comme ça, il y a vraiment la possibilité d'avoir. Avec 5 devs, tu vas avoir donc. Donc si tu prends Du coup, l'équipe on arrive complète, à- ça du te coup, on arrive à Ça huit, fait à peu 8. près. Ça fait 8. À peu près, Je suis ok. d'accord avec 8, mais Alors, il n'y a pas de testeur. pas de testeur. Non, tester, c'est Non, douter. mais On l'a déjà dit, on l'a déjà dit Tester, plein c'est de fois ici. C'est vrai que j'inclus Tester, pas. c'est douter. C'est vrai que j'inclus pas les QA parce que au final, C'est ça qu'on inclut pas le QA. j'ai jamais eu d'expérience jusqu'à maintenant où le QA était directement intégré dans l'équipe. Ce qui, moi, ça m'est jamais arrivé. On a toujours eu soit c'était les gens du métier, soit le PO qui faisait tout ce qui était qui fait la recette du QA, soit c'était carrément un truc externe parce que c'était tellement les grosses boîtes où c'est. Et ces gens, je les ai jamais vus. C'est Juste, ça. t'as un retour de bug de qui? Je sais pas. J'ai un retour de bug. Mais ouais, je pense que je dirais 8. En vrai, je pense que 10. Si tu inclus QA et que tu inclus un stagiaire, un alternant, 3 devs, un lead. 10 avec si tout le monde ça fonctionne bien, s'ils sont tous chauds et Ouais. tout, pourquoi pas, tu vois, mais c'est vrai sans que, doute, mais moi je c'est vrai m'arrête à que 8. ça mène à des réunions, des délits qui sont genre. Oh, c'est interminable par contre. Là, vraiment, par contre, c'est en mode genre 30 C'est secondes, 30 secondes, 30 c'est secondes à la montre. Il faut timeboxer. Ouais, c'est ça, Ouais. t'es obligé. Mais ce qui me fait peur, c'est on a commencé avec le sujet, donc je pense qu'on peut aller dessus quand tu es en remote, parce qu'aujourd'hui, travailler en Ouais. télétravail, c'est On un parlait truc, de c'est ça. un truc dans la vie de tous les jours, c'est un truc qu'on a de plus en plus, que certains voudraient de plus en plus. Et la daily en télétravail, quand on est 10 dans l'équipe, T'écoutes pas. et que t'as T'es dans le lit. Jean-Michel qui commence à poser une question et t'es dans le lit, tu viens de te réveiller, et que t'as Jean-Michel qui pose une question et t'as Jean-Marc qui répond et qui dit non mais tu pourrais faire comme ça, et ils partent en débat à deux. Oh là là. Ça, c'est horrible. Euh, Déjà, my ça doit God. pas arriver normalement. Ouais. Oui, ça doit pas T'es arriver. censé avoir Sauf un que- Scrum qui te- Sauf que quand je l'ai dit, vous avez tous les deux dit oh là là, dans le Oui, sens ouais. oh je m'en souviens, Oui, c'est du vécu. vous avez directement le vécu. Franchement, qu'on me cite une seule personne qui n'a jamais connu ça, c'est honnêtement. Il y a un moment. Et voilà. voilà, j'ai Non, mais vraiment parce ça. que, en plus, le pire, c'est que s'il n'y a pas ces échanges-là, du coup, chacun dit ce qu'il fait, ce sur quoi il va bosser. Ouais. Tu t'écoutes pas, t'attends juste que ça soit ton tour. Tu C'est lâches ça. ton truc, tu sais que personne va Ouais, t'écouter. c'est et puis clair. next, Mais quoi. tu mutes, tu mutes ton cerveau. Donc ouais, quand il y a trop de gens, j'avoue, à écouter, flemme. Tu vois, en plus, tu rajoutes de la flemme et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, le truc c'est ça. Tu rajoutes la flemme, tu rajoutes le matin, tu rajoutes Si tu rajoutes ça. Moi, je voulais savoir par rapport au télétravail, qu'est-ce que tu penses du télétravail en termes de proportion déjà? Et est-ce que pour toi, par exemple, une équipe en full télétravail, genre qui se voit, on va dire quasiment jamais, est-ce que pour toi ça peut marcher, ouais. déjà, est-ce que ça peut marcher? Et est-ce que pour toi ça peut marcher aussi bien qu'une équipe qui soit est en full présentiel ou alors qui est en hybride, moitié-moitié, ou qui se voit à peu près souvent? C'est dur d'avoir une réponse tranchée là-dessus. Ça dépend de la nature de ce que tu fais. Hein. Si tu as des tâches bien isolées, bon, voilà, t'as pas forcément. Ouais. Voilà, t'arrives un petit peu à travailler en bien siloté, voilà. Et donc dans ce cas-là, le télétravail irait complètement. Si tu travailles sur un projet peut-être un peu plus gros où tes tâches ont plus d'interaction, etc., c'est tout de suite plus compliqué. Puis tout à l'heure, tu as parlé, Charles, de sortir, peut-être aller boire un verre, enfin tout ce qui est en dehors. Tout ce qui est en taf. Voilà, moi, une des équipes que je connais qui fonctionne le mieux, ils font du foot. Alors, ils sont 3 jours par semaine sur place. Ils font du urban soccer entre midi et 2. Et ils sont, ils sont liés à fond, quoi. C'est vrai que c'est très bête, mais dans ma toute première expérience stage alternance, on avait un baby-foot. C'est hyper stéréotypé, hein, mais c'était vraiment. Il y avait le baby-foot. Et il y a des gens avec qui je ne travaillais pas, littéralement, surtout quand tu es stagiaire alternant, hein, tu es vraiment, t'es avec ton équipe et c'est tout, et qui ont appris qui j'étais, et j'ai appris qui ils étaient parce qu'on jouait au baby-foot, parce qu'ils me défonçaient. Et comme quoi, donc perdre au baby-foot, ça fait qu'il y a des gens qui m'ont repéré, qui savaient qui j'étais, et qui au bout d'un moment sont en mode hey Charles, c'est le mec éclaté au Ah, baby, c'est ouais, c'est ça, ouais. c'est le C'est mec. toi, Charles, tu veux venir jouer? Tu peux venir jouer, pas dans mon équipe. Mais au final, ça m'a mis un peu sur la carte et ça m'a surtout permis de savoir les gens qui était qui. Parce que quand tu es dans une DSI de 80 personnes, c'est normal de pas connaître tout le monde. Bien sûr. Mais connaître le nom des devs ou au moins des leads de telle équipe, savoir un peu de visage important. qui est où.
en fait, ça va vite faire la différence le moment où tu vas en avoir besoin. C'est Peut-être ça. que tu n'en auras pas besoin pendant 4 mois. Je peux faire mon petit côté vieux. Vas-y, c'est ok. Mes premiers jobs, sur nos pauses repas, nous, on faisait du Quake 3 et après, plus tard, on a fait du Incroyable. Counter-Strike. Oh là là. Incroyable. Et en fait, Il y a encore en de gens télétravail, qui le typiquement, c'est le genre de choses qu'on pourrait complètement faire Ouais. et qu'on fait pas parce que c'est plus du tout dans les mœurs de jouer. Déjà, c'est avec le matos du boulot, etc. Et c'est plus du tout dans les mœurs, mais c'est vrai que nous, ça crée une vraie cohésion. Ouais. Et là, pareil, quand t'es celui qui se fait toujours latter, Ouais. t'es connu assez vite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bête, mais du coup, ça crée un peu la légende dans le taf, en C'est mode genre délire, les hein. petites blagues, c'est vas-y, hein, je t'ai bien défoncé, Mini, bon, vas-y, Ouais, t'as des besoin de quoi et private tout. jokes, ouais, bah, C'est ça. Et c'est vrai que Ouais, du Link, ouais, moi je suis complètement d'accord sur ça. Bon, moi j'ai eu l'expérience Babi aussi, pareil, comme ça je joue au Babi, après des gens des autres équipes, etc. Là ça peut être, comme tu dis, nous par exemple, on va manger au resto, on se fait des petits after-work des fois. C'est ça. Avec Kushio, là, on est en train d'organiser des foot, des autres Ouais. activités. Et en vrai, ouais, si tu fais pas ça, en fait, c'est compliqué de connaître les gens, parce que quand t'es dans le taf, t'es dans ta tête dans le guidon. Ouais. Donc, des fois, tu vas prendre des pauses avec des gens avec qui tu vas avoir des affinités plus facilement, donc tu vas parler plus facilement, etc. Mais il y a d'autres gens où ça va être compliqué. Et du coup, au moment de, on va dire, parler d'autres choses, commencer à connaître la personne, t'es obligé de faire du off, quoi. d'être plus que dev mobile, dev lead, dev 10, c'est vrai que c'est mieux. Après, j'ai essayé des trucs pendant qu'on était en télétravail. On a essayé le repas, alors c'est très spécial. Oula, parce qu'on non. est Au secours, ça me fait en peur, team, là. Oh, Ça j'ai me fait peur. en vidéo, Oh là là. on se faisait tous livrer une pizza. Par Instagram. Oh non. Mais bon, c'était assez moyen. Le Ouais, coca c'était sur un le peu- clavier. c'est un peu cri de- Ouais, puis on a fait un escape game à distance. En ligne, Ah, ok. Ouais, escape game en ligne. Là, ça a marché moyen parce que Ouais. Un résultat il y en a qui contrasté. participaient et d'autres. Ouais, d'autres qui- Comme dans un vrai escape game. Bah, Dans ouais. un vrai Ah escape oui, bien game, sûr, t'as toujours ouais. un qui est un peu planqué. Ouais, mais Il comprend rien aux énigmes. le mec a trouvé la clé du truc qui est déjà ouvert. Et limite, tu pars, on referme derrière, il y a encore le mec qui est dedans. On vous le laisse. Ouais, c'est vrai qu'en remote, au début du Covid, c'est très bête, mais c'était Animal Crossing qui était sorti au début du Covid et on avait vraiment eu ce truc de vas-y, on fait une pause et je te montre un peu ce que j'ai sur ci, sur ça. Je m'étais acheté un truc pour stream ma console et tout, et on s'était fait des jeux type CS, Valorant, mais c'est vrai que ça parle pas à tout le monde. Même les jeux vidéo en général, hein, c'est assez bête à dire. Et c'est vrai que c'est plus facile d'organiser un jeu de cartes en 2-2 quand tu es en présentiel que quand tu es en remote. J'ai vu qu'on avait une question dans le chat, donc je vais changer un brin de sujet. Quelqu'un qui me demande comment gérer quelqu'un qui s'exprime mal ou ne sait pas communiquer en équipe. Compliqué. Comment on gère ça? Si je peux commencer, moi j'ai eu quelques expériences un peu dans ce cas-là, et parfois qui sont bien passées, parfois qui sont mal passées. De mon expérience et moi, ça va vraiment énormément dépendre de la personne et de sa capacité à, de se remettre en question et deux, juste d'accepter une critique. Parce que moi, je vois pas spécialement d'autres solutions qu'à un moment de faire un one-one, écoute, tu vois, là, on a eu tel cas, tu as parlé comme ça, c'est pas bien parce que ça. Et le mieux, ce serait que tu changes. Et si la personne a la capacité de se remettre en question, ce qui est plus facile généralement quand c'est quelqu'un de plus junior, ça peut aller mieux. Mais tu as des cas où ça va être le senior avec le syndrome de je suis un dieu. Et celui-là, tu ne le changeras pas. Purement simplement. Hein, mais, après, je pense que c'est aussi de la responsabilité du PM de se rendre compte qu'il y a ça et peut-être de demander une formation soft skills pour que la personne apprenne aussi. Il y a plein de formations pour apprendre à s'exprimer, apprendre à communiquer. Après, il ne faut pas que la personne elle le perçoive mal. C'est toujours un petit peu compliqué de gérer les états d'âme des uns et des autres, mais c'est vrai qu'il y a des formations qui sont super bien faites. Moi, je vois, nous, on en prodigue et les retours sont excellents. Okay. Donc, ça peut être peut-être le truc, ou bien on parlait de l'agilité tout à l'heure, les Agile Games aussi, c'est plutôt pas mal pour faire passer des messages de manière soft, comme ça. Et ça, déjà, on a l'impression qu'on s'amuse, et puis en fait, ça nous permet de voir plein de choses sur nous-mêmes. Donc, révéler potentiellement pas des erreurs, mais des faiblesses dans un truc. Kevin, toi, est-ce que tu as
Honnêtement, c'est un peu compliqué. Parce que moi, je crois pas en genre la personne va changer avec une formation ou avec un mec qui va lui parler. Tu vois, pour moi, ça n'existe pas. On est trop adulte pour ça, tu vois. Donc c'est un enfant, oui, mais c'est un adulte. Pour moi, c'est mort. Il y a des trucs qui peuvent un peu marcher c'est vraiment dans un cas un peu précis où si vraiment, tu sais, la personne, elle n'arrive pas à communiquer très bien ou alors juste qu'elle s'entend pas trop avec les gens. Des fois, tu as une personne, bon, il n'y en a pas tout le temps, hein, c'est rare, mais des personnes qui sont très douées pour. Tu sais, elles sont très empathiques et elles arrivent à aller parler avec à peu près tout le monde et aller voir la personne et tu sais, la comprendre, commencer à un peu, tu sais, essayer de la connaître, presque une amitié. Et du coup, pour permettre un peu de la débloquer aux yeux des autres et après la faire un peu intégrer le groupe, tu vois ce que je veux dire. Mais ces personnes-là, bon, c'est rare, hein, honnêtement, j'en ai vu quelques-unes dans ma vie, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu l'intermédiaire, quoi. L'intermédiaire, le traducteur, presque. Ouais, ça c'est vraiment des personnes-là qui sont super fortes à comprendre, à réussir à comprendre vraiment tout le monde, essayer de. Mais sinon, j'avoue que c'est compliqué. Hein. Pour moi, t'as pas envie ou t'as pas envie, tu vois. Ou si t'aimes pas les gens, t'aimes pas les gens. Puis il faut changer d'équipe, tu vois. On a déjà eu tous l'expérience, je pense, des équipes où t'arrives et en fait, finalement, tu te dis putain, mais c'est tous des connards. Ou alors, il y a un mec ou une meuf super sympa et tout le reste, c'est des connards. Bah, je suis désolé, mais c'est le moment où il faut partir, quoi. Tu vas pas remplacer tout le monde. Donc, je pense voilà, faut arriver à faire la différence entre c'est mort, je m'intègre jamais parce que l'équipe ne me plaît pas, et bon, il y a un mec qui fait chier, comment réussir à le gérer, tu vois. Du coup, voilà, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Tout à l'heure, tu disais le syndrome de Dieu Tout-Puissant. De God. Le God mode. Là, j'ai des anecdotes. Vas-y, partage en vrai. J'ai bossé avec, surtout je me souviens, quand je bossais en Suisse, un mec, il se reconnaîtra si jamais il tombe sur cette vidéo, mais c'était juste horrible. Le mec avait raison sur tout, on ne pouvait pas discuter de quoi que ce soit, etc. Et en fait, ça faisait un petit moment qu'il était là, et il fallait faire avec. Limite, c'était ça la réponse, quoi. C'est bon, vas-y, serre les dents, il faut que tu ailles travailler avec lui, serre les dents, et puis ça va passer. Ou bien on te dit fais pas attention à ce qu'il dit, tu t'en fous. Et puis pareil, comme tu le disais, Charles, on est au travail, on n'est pas là pour se prendre la tête. Si tu dis un truc qui te plaît pas, bon basta, rentre à la maison et puis on verra demain. En fait, c'est ça, il y a un moment, si t'as un mec hyper toxique comme ça dans ton équipe, la meilleure solution c'est quand tu dois travailler avec lui. Ok, en fait ce qu'il dit au final, s'il critique toi et il critique ton code, ça n'a pas de valeur, c'est pas toi en fait. Et il a plus d'expérience que toi, il sait mieux que toi, bah bravo, c'est cool pour lui, tu vois. Donc, voilà, si c'est une personne avec laquelle, la personne qui pose cette question-là, si jamais tu es dans cette situation, désolé, si c'est une personne avec qui tu dois travailler au quotidien, j'ai pas tant de conseils si ce n'est que ce que vous avez dit. Si c'est une personne avec qui est dans une autre équipe, vas-y, quand tu dois travailler avec, laisse tomber sur ce qu'il te dit, ça n'a pas de valeur. Enfin, ça n'a pas de valeur. Si, du point de vue du taf, ça a de la valeur, mais s'il t'insulte toi, vas-y, de toute façon, laisse tomber. C'est une bataille perdue. Et sinon, voilà ce que vous avez dit, quoi. Voilà, il y a des solutions, mais c'est généralement compliqué. Licenciez-le, sinon, voilà. On licencie les personnes à problème, et puis voilà. On donne des solutions très simples. Très simples, très efficaces. N'hésitez pas. Pour bondir sur ça, moi j'avais une question qui, je pense, va parler à pas mal de monde. C'est comment, bon, tout le monde l'a vécu, je pense, mais comment tu as géré, peut-être tu as déjà géré des teams où tu as vraiment, tu sais, entre le premier et le dernier dev, même le PO, PM, il y a une grosse différence de seniorité, d'expérience, etc. Et comment gérer ça voilà, en termes de communication, en termes d'exigence sur la qualité de travail, de transmission, s'il y a, etc. Parce que des fois, c'est pas facile, surtout quand dans des caractères, comme tu dis, où tu as le mec qui est super chaud, qui parle pas trop, ou qui est juste très exigeant, et du coup, le junior, il va se sentir un peu intimidé parfois, ou même dans des cas un peu opposés qui peuvent arriver, si le junior, en fait, il est un peu chaud, et qu'en fait, il se rend compte que le senior, il est pas ouf. Là aussi, tu vois, c'est... Tu vois Donc, je sais pas si tu as des histoires à raconter là-dessus, je pense. Je pense que ça, comme tu disais, ça nous est tous arrivé, on a déjà vu. Ou le junior, comme tu disais, l'exemple de la fin, qui fait le code review du senior, qui dit là, t'as merdé. Ça, c'est dur, ça, c'est dur, compliqué pour les égos à gérer. Des fois, tu as les égos à gérer qui sont un peu durs, mais je sais pas. C'est vraiment, ça dépend vraiment des équipes.
Après, la plupart du temps, le PM a un peu géré son équipe comme il le sent. S'il a fait venir des juniors, c'est aussi parce que il l'avait prévu dans sa roadmap, il a prévu une learning curve qui est potentiellement plus longue. Donc voilà, après, peut-être que s'il y a quelqu'un qui est désigné comme lead tech ou référent, peut faire un peu de mentorat avec les plus jujus. Bon, il y a plein de solutions, hein. Enfin, ça dépend vraiment des cas, mais je pense que c'est pas réellement un problème. Après, si on est dans les... J'ai pas envie de dire les noms des grosses boîtes qui envoient des équipes entières de juniors sur des projets en se disant, bon, on espère que ça va passer. On y pense. Ils ont Google, hein, ça va, franchement. Voilà. Parce que ça arrive. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Là, c'est plus problématique, je trouve, qu'une équipe où il y a de la diversité, quoi. Habituellement, ça se passe un peu mieux. Tu as parlé du coup de mentorat. Tu as des conseils ou des exercices que tu trouves qui sont plus efficaces pour le mentorat senior-junior. Je prends des exemples genre faire des katas, faire du pair programming, faire du... T'as déjà repéré des trucs, toi, que tu trouves plus efficaces que d'autres? C'est des choses qu'on met en place, chez nous. Alors, il y a toujours... Après, ça dépend. Si tu es dans un contexte projet ou si tu es dans un contexte plus global. Ouais. Si tu es dans un contexte projet, effectivement, le pair programming, c'est ce qui va aider. Puis le code review. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il n'y a personne qui push sur le master, sauf s'il est complètement fou. Donc, habituellement, tu as un peu de code review. Et ne serait-ce que ce code review, on n'est pas là dans le code review pour casser les gens. On est là, c'est de la bienveillance, dire ça, tu aurais peut-être pu le faire comme ça. Si tu veux, on en parle. Et puis là, ça crée de l'échange. Si on est dans le cadre où moi je suis plutôt, parce que je suis de moins en moins projet, mais plutôt au niveau de l'entreprise, effectivement, il va y avoir des katas où, pareil, après, voilà, tu aurais pu faire ci comme ça, ça comme ça, essaie de le refaire. Et puis, comme ça permet d'avancer. Peut-être expliquer ce que c'est qu'un kata en quelques mots pour les personnes qui potentiellement ne connaissent pas. C'est un exercice de code. On a un sujet et puis il faut le coder. C'est ça. Généralement, un des trucs qu'on fait aussi, c'est qu'on va passer le clavier de personne en personne de façon à ce que tout le monde puisse coder et ça force, ça évite le mec sur son téléphone derrière, quoi. Et ça force les gens à coder. Pardon, je t'ai interrompu, mais je voulais juste... J'avais fini. Ok. Ouais, mais c'est vrai que t'as dit des trucs intéressants. La code review, notamment, le fait que c'est un truc, c'est un exercice sur ça, je pense. qui est un exercice qui est important. Moi, quand j'étais junior, je dois avouer que mes premières code reviews, j'étais un peu moins genre, et je le prenais presque personnellement. Genre, oh là là, mon code il est si mal que ça. C'est ce que je voulais dire. Comment gérer la code review, plus généralement les égos, parce que c'est vrai que même moi au début j'étais comme toi, hein, genre un mec qui faisait la code review, je dis mais tu vas m'apprendre quoi en fait, genre arrête, tu vois. Et en fait bon, petit à petit tu vois, tu commences à comprendre que en fait non mais on s'en fout, tu vois, genre si le mec finalement il dit des trucs intéressants, bon tu t'en rends peut-être compte plus tard et après ça va te permettre de toi t'améliorer, en fait c'est que du bonus, tu vois, tout le monde est gagnant. Et le truc c'est que plus tu gagnes en seniorité, plus après c'est toi du coup qui va faire les reviews des autres. Ou même dans une équipe à peu près homogène, on va dire tout le monde va faire la review de tout le monde, mais comment faire pour que les gens tu vois, le prennent pas mal, que tu vois, après c'est dur de changer les gens, comme je disais tout à l'heure, pour moi tu changes pas les gens, mais comment faire pour que tu vois, dans le mood soit, même si tu vois tes commentaires, tes suggestions, tout est fait avec bienveillance, tu vois, tu n'utilises pas des termes, ça c'est de la merde, tu vois, tu utilises, moi j'aurais fait comme ça, c'est mieux qu'on fasse comme ça, parce que... non mais tu sais quoi, tu sais, tu veux pas le... Tu sais que tu justifies à chaque fois ce que tu dis, j'aurais fait comme ça, parce que non, ça c'est pour rester homogène, le code, là on dévie un peu des standards, viens on refait comme ça, tu vois, et il y en a quand même qui, tu sais, tu sens que ça les gave en fait, tu vois. Je peux les comprendre en vrai, parce que j'ai été de... Voilà, et que si un mec, je sais que mon code il est bien, me fait une remarque en mode tu me saoules, tu vois. Genre, des fois, je comprends que ça me saoule, tu vois. Et comment... Est-ce que tant pis Moi, j'ai été confronté à ça. Alors, j'ai été des deux côtés. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai pris un morceau de code que je trouvais juste pas beau, je l'ai refactoré de A à Z. Et celui qui l'a fait, il a tapé une dépression quoi, derrière. C'était assez impressionnant. Toi, tu connais, Je connais bien. Un jour, je comprenais pas. Puis un jour, on me l'a fait. Ça fait mal. Hein. Et en fait, non, ça m'a appris à me détacher complètement. Il faut se détacher du code. C'est pas à nous de toutes les façons. Donc voilà, c'est vrai que mais c'est vrai que ça pique. Ça pique, hein. Moi, c'est
ça arrive à tout le monde, mais la première fois où on te fait une expérience, on te cite un morceau de code, une boucle for, un truc comme ça, et on te met oh, tu pourrais le faire en plus court en mettant et t'as un one-liner qui fait genre 30 caractères. Et la première fois que ça arrive, t'es en mode genre je suis nul à chier. Et en fait, non, t'as vraiment ce truc-là. T'as d'autres débats, hein. T'as le débat de la lisibilité. Est-ce que ça. vraiment non, mais gagner 2 lignes de code, est-ce que ça te fait gagner en perf? Tu vois, il y a plein de débats après, mais c'est vrai que. Mais t'as le truc aussi de. En fait, moi, c'est un truc qu'on m'a pas expliqué. C'est vrai que c'est un truc que j'ai dû apprendre par moi-même. C'est que la code review, c'est pas quelque chose de négatif ou quoi que ce soit. C'est pas en mode genre pour corriger tes erreurs. C'est pas une correction d'examen. C'est en mode genre tout le monde relit parce qu'on veut. Parce que déjà, on veut un peu savoir ce que tu as fait, histoire qu'on ait une idée de en mode genre, ah ouais, je m'en souviens, c'est dans tel code review. S'imprégner du truc. Voilà. Mais tu as aussi le fait que quand tu fais un énorme ticket pendant une semaine, que tu passes par des trucs logiques, que tu débugs, que tu redebugs, que tu redebugs, parfois, tu fais des erreurs. Parfois, tu as une... Même tu peux pas tout penser à tout, et c'est vrai que des fois tu peux revenir 3 mois après, tu te dis putain mais ça j'aurais pu le faire autrement, tu vois. Mais donc même toi 3 mois après, si tu fais ta review, t'aurais corrigé des trucs, tu vois. Mais comme t'es la tête dans le guidon comme tu dis, tu vas tout droit, t'as envie d'aller faire des choses rapidement quand même. Tu réinventes la roue aussi. Tu peux réinventer la roue. Ou un plus senior qui va dire mais ça on l'a déjà codé là-bas. C'est ça. Appelle juste cette méthode et tu sauves la moitié de ton code. C'est ça. Et ça, c'est vraiment un truc où il faut bien le comprendre déjà, mais surtout, je pense qu'il faut l'expliquer en équipe déjà aux plus jeunes, et parfois le rappeler aux plus anciens de c'est pas un concours d'ego, c'est ok. Là où c'est, comme tu as dit, le mieux, c'est de faire des code review qui sont très clairs et qui sont détaillés en mode genre j'aurais pas fait ça comme ça, je te propose telle alternative. La vérité, c'est que les code review, généralement, c'est en mode genre, bon, il me reste 30 minutes de ma journée, la folie est faite. Tu les speedrun, c'est double-clic, c'est à supprimer, clic, utilise telle fonction, utilise telle fonction. Et tu vois, ça c'est clairement un autre problème, mais pour moi, justement, tu vois, si vraiment on veut que la personne le prenne bien et tout, je pense qu'il faut que ça soit ultra clean, tu vois. T'expliques bien pourquoi tu t'auras fait comme ça, etc. Et aussi, un truc, j'avoue, on n'y pense pas, on en a même pas parlé, mais tu sais, quand le mec a fait un truc bien, pourquoi on met pas un commentaire ça c'est bien, tu vois. Tu sais, comme quand on corrigeait les copies des profs, tu vois, t'as fait un truc bien, tu es bien et elle te met un commentaire en mode ça c'est bien, tu vois. Et je pense que c'est con, mais ça pourrait, ça fait gagner en confiance, c'est comme un compliment, quoi, c'est agréable. Si quelqu'un chez pour la personne, surtout pour le junior, par exemple, pour le junior. Si quelqu'un chez GitHub ou GitLab nous écoute, rajoutez-nous une section, des emojis, un compliment, genre. On puisse mettre des cœurs quand on c'est ça, code. C'est ça, c'est en mode genre, ça c'est beau ce code, oh là là, je veux l'imprimer et le mettre dans mon salon. Je veux l'imprimer et le mettre dans mon salon et tout. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai un de mes collègues qui quand il valide quand il approuve la PR, il met toujours un petit commentaire en mode genre plus chaud que le soleil et des trucs comme ça. Ça me fait rire en fait. Ça me fait sourire et tu vois, et en vrai moi j'aime bien ce genre de truc s'il me regarde probablement pas non, s'il me regarde voilà, c'est un truc que j'aime bien. Mais moi j'avais eu ça, c'était sur on avait à la fin du build en fait, donc quand tu cassais pas le build tu recevais un petit mail en te disant t'as assuré et tout, puis bon des images pas très PC quand tu cassais le build par contre c'était un peu plus chaud. C'est compliqué, ça arrive. Je crois qu'on a... Non, je voulais passer à un autre sujet, si ça vous va. Je pense qu'on a pas mal évoqué. Moi, je voulais parler de le scaling d'une équipe. Comment est-ce que on passe d'une équipe, une équipe de parfois de début de projet ou pas, 2 devs, 1 PO, à une équipe avec 3, 6, plus de personnes, 10 comme tu le disais. Est-ce que toi, tu as des anecdotes, des trucs à partager, des conseils, des expériences sur faire grossir une équipe pour faire scaler un projet? Complet. Hein. Enfin, là, si tu veux, moi je suis dans un département où on est 250. Donc il y a pas de secret, il faut des relais. Ouais, ça fait un long délit, quoi. Voilà, il faut des relais. Ouais. Il y a pas le choix. Ça fait plein de hiérarchies. C'est un peu... tout le monde n'apprécie pas forcément la hiérarchie. Mais à un moment, tu es obligé d'y passer... à partir du moment où tu es dans des trop grosses équipes. Quoi. Tu peux pas te dire on est tous au même niveau, etc. C'est nécessaire à un moment, juste pour que justement on arrive à cette taille d'équipe qui est raisonnable à un moment. Quand tu dis des relais, du coup, c'est subdivisé. C'est ça. Mais moi, ma question, c'était plus comment tu passes d'une très petite équipe à une petite équipe, tu vois.
comment tu passes de... Dans un début de projet, c'est ça, tu comme sais, quand tu lances une start-up et que l'équipe grandit au fur et à mesure, comment c'est ça. gérer tu sais, le MVP Ah, avec bah. 2 personnes à, bon, bah ok, maintenant on scale Un up, truc sérieux. donc on va avoir Ah, mais là, c'est l'onboarding qui est crucial. l'onboarding, ouais. Ouais, l'onboarding qui est crucial. Il faut vraiment prendre du temps pour l'onboarding. Quand tu as un mauvais onboarding, potentiellement, ça te pourrit toute ta mission derrière. Enfin, C'est vrai que... C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de l'onboarding, putain, on devrait faire un sujet sur ça. Parce C'est vrai que qu'il y a ouais, clairement... c'est dur de c'est faire un bon archi onboarding. important. en vrai, Il de y a, réussir. il y a clairement un sujet. C'est vrai que moi, j'ai eu des expériences d'onboarding très variables. Je pense que ça doit être à peu près le cas de tout le monde. Ouais, Mais j'ai un souvenir de le fameux, voilà, la mission que j'ai fait avec Glossaire. Généralement, c'est parce que niveau onboarding, c'est un genre non, mais t'inquiète, le code il s'explique tout seul. Et si tu veux, t'as un truc, t'as une doc, mais c'est une doc, le truc, c'est que c'est Wikipédia, mais sans les liens entre les trucs, quoi. C'est un bordel sans nom, c'est impossible à regarder. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à cet angle-là. C'est vrai que, surtout dans les petites entreprises, t'as tendance à pas faire d'onboarding. Parce que quand t'es deux, quand t'as un responsable front, un responsable dev, un back, pardon, c'est eux la doc, quoi. C'est ça, hein, c'est clairement ça. Et ah ouais, ok. Bah, tu vois, c'est une ouais, réponse c'est intéressante auquel j'avais pas pensé. L'onboarding, ok. Ouais, bah oui, parce que quand j'essaie de faire une rétrospective, je me rappelle pas d'un onboarding, d'un vrai onboarding incroyable que j'ai vécu. Je pense que j'en ai vécu 0. Un vrai onboarding, en mode je me dis putain, là, c'est tout ce qui s'est passé pendant la première semaine, c'est incroyable. J'ai grave compris plein de choses. Ouais. Genre, tout le temps, j'étais un peu en mode ouais, bonne chance. Tu vois, genre, T'arrives, on te donne les tickets. check le code vite fait. T'arrives, on te donne les tickets qui sont depuis 6 ans dans le backlog que personne veut C'est faire. ça, check le front, tiens, il y a un backlog. C'est un petit bug à régler, le truc était déjà réglé par notre joue avec le front, bonne chance quoi. Genre, ouais. Mais après, voilà, je blâme personne parce que c'est vrai que c'est pas facile. En fait. Enfin, onboarding, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un ou même plusieurs personnes qui passent du temps pour genre, créer une phase d'onboarding de fou furieux, tu vois. Qui évolue avec le temps, évidemment. C'est important, c'est ultra important. Et en lien aussi, quand on parle de la doc. C'est vrai que c'est dur de faire évoluer aussi un onboarding, parce que c'est vrai que quand t'as un projet qui évolue rapidement, parfois c'est compliqué de faire évoluer ça. Ok. Un peu dans la même veine, j'avais... Est-ce que tu as des outils que tu utilises toi pour le travail en équipe? Pas forcément télétravail, pas télétravail, tu vois, parce que tu as des outils qui sont dédiés à ça. Je pense à LifeShare sur VS Code qui te permet de partager ton code et de faire que tout le monde travaille ensemble. Est-ce que toi, tu as des petits trucs à nous partager? T'as pas d'outil spécial? Non, j'ai pas d'outil spécifique. Ah ouais, ok. Non, j'utilise des trucs standards. Okay. On s'est pris une licence Klaxoon, rarement utilisée. Ah ouais, c'est vrai que... On a ça aussi. Parce qu'il faut préparer les trucs. Klaxoon, ouais, c'est chiant. C'est très chiant. C'est vrai que... Le seul outil collaboratif, c'est Teams. Enfin, le plus gros outil collaboratif, Teams, Slack. Voilà. Est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire ton Teams, genre vraiment faire une grosse structure avec tes équipes, tes trucs, machin et tout, ou tu penses qu'en vrai, juste le chat entre tout le monde, ça suffit ou Alors, j'ai eu enfin, là, on vient de monter une équipe, donc on a eu ce débat il n'y a pas longtemps. Justement, on a fait les équipes Teams et les échanges, ils sont vraiment pourris. Donc, à côté, on a fait un chat group. Il faut, mais on a testé plein de trucs. On a testé Discord, on a testé Slack. Ouais. Franchement, mieux vaut Teams d'un côté. Ok. Ah ok, toi tu préfères vraiment Teams Ouais. Si je peux me débarrasser de Teams, je me débarrasse de Teams. Ah ouais Microsoft, gros, la qualité des logiciels sont exécrables. C'est lent, ça marche pas, il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'on a besoin. Quand c'est de faire un groupe chat où tout le monde met sa vidéo sur Discord, bonne chance. Discord, non mais Discord j'utiliserai jamais pour le taf, ça c'est sûr. Mais pour moi, il n'y a pas... Pour moi, limite Slack, et encore sur Slack, ça manque de choses. Il faudrait un mix des deux, tu vois, un espèce de mix entre Slack et Teams, je pense que ce serait parfait. Ça. Il nous faudra encore un outil de travail communautaire. C'est vrai qu'on en a mais pas. Non mais le God, mais pour moi, il n'y a pas le God tiers n'existe pas pour l'instant. Vous utilisez quoi? Moi, je suis contraint d'utiliser Teams, mais je suis contraint, tu vois, sinon je ne l'utiliserais pas. Et toi, tu es sur quoi? Moi, dans ma mission, je suis sur Teams. Dans mon... à WeShow, nous, on utilise Slack. Et c'est vrai que les deux ont des avantages et des désavantages. Et tu as parlé de Discord. Et moi, j'ai une expérience avec ça. C'est qu'au début du confinement, la boîte où j'étais n'était absolument pas prévue pour le télétravail. Au tel point qu'on avait des PC fixes. Et qu'on est arrivé en mode genre...
si vous pouvez installer le projet sur vos ordi perso, ça nous arrangerait, parce qu'on n'a pas de PC portable à vous donner. On s'est retrouvé avec mon équipe du jour au lendemain, évidemment séparés. Et on a fait, on fait quoi? Il y a quelqu'un de notre équipe qui a juste créé un Discord. On s'est tous connectés, on a commencé à parler. Et c'est vrai que c'était un truc très bizarre. Ça marche. Je pense que c'était très, très spécifique à mon équipe. Oui, après, ça peut être... Le matin, on se connectait et on se connectait tous en vocal. Et en fait, on restait en vocal toute la journée. Bon, le casque en fin de journée, j'en pouvais plus. Ouais, moi, je pourrais pas. Je trouvais que le casque, ça fatiguait. Donc, j'étais même sur enceinte, etc. Peu importe. Mais ça avait marché pour mon équipe très précisément. Mais c'est vrai il y avait cet avantage de je me démute, dis-moi machin par rapport à ça, on fait comment? Comme on fait dans la vraie vie. C'est vraiment comme quand je me tourne de mon voisin ou je vais voir mon collègue directement, j'avais ce truc-là et ça c'est un truc que par contre, je retrouve pas c'est l'avantage, en remote et c'est un truc parfois où je trouve que ça fait du mal au travail d'équipe, c'est que t'as pas ce côté très naturel de demander à quelqu'un. Pourtant, je pense que je suis quelqu'un de plutôt d'avenant, je vais vers les gens, etc. Je sais pas comment on gère un timide en vrai, en présentiel. Ça vous est déjà arrivé, vous, de devoir gérer ça? Ah, pas en présentiel, pardon, en remote. Après, tu vois, ce que tu as fait, moi je l'ai rarement vu. Ce que tu fais maintenant, c'est que tu mets un meeting dans le planning de quelqu'un quand tu veux lui parler. Hein. Ouais. Même si c'est pour un quart d'heure. Et ça, c'est triste, tu vois. Ouais, c'est triste, mais... Moi, c'est ce que je déplore, tous les meetings, là, les trucs... Des fois, t'as juste besoin de poser une question, genre envoie-moi un Teams ou je sais pas, fais-moi tu me dis ouais t'es dispo, on s'appelle 5 minutes sur Teams, tu vois. Ouais. Genre c'est vrai que moi c'est bon. C'est un réunionite, mais ça c'est en France ils aiment bien. Moi j'étais obligé de faire ça pour des personnes qui étaient littéralement tout le temps occupées. C'est-à-dire que le gars qui est invité à toutes les réunions de tout le management tout le temps. Qui accepte surtout. Ouais. Ça, qui accepte et qui y va ou qui fait genre il y va, enfin on sait pas trop à la fin donc mais ça c'est chiant. Il y va. Ça, les gens, il y a beaucoup de, enfin en tout cas dans les grosses boîtes, beaucoup de gens qui en fait tu regardes les agendas, le gars n'a pas de trou. Je dis mais tu bosses quand en fait? Et il me dit pas ouais mais les réunions c'est du non. Oui il y a des réunions qui peuvent avancer dans ton travail mais pas toutes, c'est impossible. Ouais. C'est impossible, surtout quand il y a 100 personnes dans la réunion, me dis pas que tu taffes, tu vois. Alors moi, comme je fais plein de trucs différents, j'ai des semaines où il n'y a pas un trou. Et je bosse la nuit. Ouais. Quand je dois produire des trucs, ou bien ne serait-ce que préparer mes réunions du lendemain, c'est chaud. C'est le soir, y a pas le choix. Ouais, le problème c'est que tu te retrouves du coup à plus avoir le temps. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est un truc que je déplore évidemment quand tu commences à devoir travailler en dehors de tes heures de travail parce que ton travail est trop occupé, parce qu'il y a la réunionite là où tu quand tu as un travail où nous on produit des choses, tu vois, vraiment quand tu as un travail un peu plus abstrait à la limite bon, mais quand tu es dev par exemple, tu peux pas avoir un milliard de réunions en fait, tu dois avoir le moins de réunions possible, tu vois. J'avais vu dans une vidéo, je sais plus quoi, en mode genre les secrets d'Elon Musk pour être productif, des trucs comme ça. C'est en mode genre si vous faites une réunion, genre faut que la réunion elle fasse moins de 20 minutes et que vous sachiez répondre à la fin de cette réunion. Et surtout, tu remets jamais une réunion derrière en mode genre on se refait un point la semaine prochaine. On se refait un point par rapport à ça. Ça c'est mort. Et quand tu reçois un mail, tu y réponds tout de suite, mais c'est ouais, bon, de toute façon, les réunions, ça c'est ça. On pourrait faire une émission complète là-dessus. Les réunions, pourquoi c'est horrible? On se rapproche petit à petit de la fin de l'émission. Là, il nous reste un petit 7 minutes. J'ai du coup une dernière question un peu. Est-ce que tu as un secret boost, tu vois, genre ton petit secret à toi pour level up une équipe, pour faire que ça. T'as pas de. C'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est très très compliqué. Mais non, c'est vrai que c'est pas de recette magique malheureusement. C'est le charisme, quoi. C'est vraiment le talent. Au-delà d'une recette magique, est-ce que si tu devais genre un peu faire un message pour les prochains, on va dire pour les potentiels project managers qui nous écoutent ou pour les devs qui sont en phase de prendre en lead, est-ce que tu as un conseil ou une série de conseils que tu saurais leur donner sur pour quelqu'un qui n'avait pas un rôle de leader, pour qu'il step up un peu là-dessus, un truc peut-être que toi un jour on t'a dit et qui t'a fait en mode genre ok ça fait la diff? Non, moi tout ce que j'ai envie de dire c'est quand je fais mon travail, je pense que vous aussi, j'aime ce que je fais et je pense qu'il faut que nos équipes elles aiment ce qu'elles font.
Et donc, il faut leur laisser du champ pour qu'elles puissent le faire de la manière dont elles veulent, pour pouvoir se faire plaisir. Il y a toujours un côté chiant, faut écrire de la doc, t'as rempli le wiki, bon... T'as avancé tes tickets. Voilà, il n'y a pas le choix, mais peut-être de laisser des choix, des choix techniques quand c'est possible, pour que la personne elle, se fasse plaisir, qu'elle ait vraiment du plaisir à bosser. Ouais. C'est juste ça. Hein. On a, tout à l'heure, je reviens encore un peu sur le God Mode, mais c'est quelque chose ultra inhérent aux développeurs, parce que en fait, on résout des problèmes tous les jours. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, on se croit super fort à résoudre tous les problèmes de la Terre. Et il y a beaucoup de développeurs qui ont un melon pas possible à cause de ça. Et en fait, on voit bien que c'est ça qui drive au bout d'un moment. Donc, il faut absolument que les gens se fassent plaisir pour qu'ils aient des succès. En fait. Je pense que ce côté-là, bon, évidemment, chez certaines personnes, c'est exagéré, tu vois, mais je pense que ce trait-là, il est inhérent au métier, tu vois. Si tu as des métiers comme ça, où en fait, si tu n'as pas ce trait de personnalité un peu, moi j'appelle c'est un peu le trait du tryhard, tu vois. Ouais. Et du coup, si tu l'as pas, donc tu vois, c'est pour ça qu'il y a plein de devs qui ils jouent aux jeux vidéo, etc. Il y en a qui font du sport et tout. Parce que en fait, si t'es pas un tryharder, tu vas pas tenir longtemps, tu vois. Genre dans ce métier, pour moi, à part si je pense qu'il y a l'argent ou j'en sais rien. Enfin bref, il y a d'autres motivations, mais pour moi justement, je voulais parler. Peut-être le dernier sujet, c'était et t'en as déjà un petit peu parlé, c'est comment garder la motivation justement de individuel, mais surtout en équipe de continuer. Tu sais, des fois, ça devient chiant. Au début du projet, c'est stylé, tu construis des choses. Après, c'est de la maintenance. Ça commence à être des évolutions. Après, le code, il devient legacy. Tu dois refacto. Et du coup, il y a une partie stylée, une partie chiante. Et tu vois, ça peut devenir vraiment chiant. Et comment faire ? Est-ce que tu es obligé de faire du turnover ? Est-ce que, je sais pas, il faut changer de scope, garder son équipe motivée. Comment on fait quoi ? Il faut réussir, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas faire évoluer à l'infini ton projet. T'es obligé de réussir à trouver du plaisir dans quelque chose. C'est ça. Peut-être que c'est rajouter... Ça dépend aussi de ton équipe. C'est peut-être rajouter de la compète. Aujourd'hui, Jean-Marc, il a résolu 20 bugs. Et puis, tu le gonfles un peu. Tiens, je te mets une petite médaille en chocolat. T'es le meilleur. Et les autres, ils vont dire, oh non, moi aussi, je veux la médaille en chocolat. Et puis, ils vont se booster. Enfin, ça dépend vraiment de ton équipe. Donc, t'en as qui vont peut-être marcher plus comme ça à la compète. Mais vraiment, encore une fois, c'est cette notion de plaisir. Et comme je dis, surtout dans le dev. Ce que je dis, moi, souvent, j'ai mes devs qui veulent évoluer, changer de carrière, qui veulent passer sur devenir billet ou des choses comme ça. Ou bien même chef de projet, et je leur dis, fais attention, c'est très dur. Parce qu'aujourd'hui, tu as minimum une victoire par jour, on va dire. Des fois 2-3 si tu es rapide. Là, tu vas passer à une victoire pendant tous les 6 mois. Donc, tu vas avoir une période où ça va être dur. Ça va être dur. Et ce passage, il est coûteux. Et il faut trouver, du coup, faut réussir à trouver son moteur ailleurs. Et tout le boulot, c'est de trouver le moteur des gens. Et c'est même pas le même goût en plus. Tu vois, c'est pas la même victoire. C'est pas pareil, tu vois. T'as pas construit un truc, tu peux pas. Il y a moins de concret, tu vois. Contre la machine. Donc évidemment, c'est des victoires, même quand t'es sales, tu vois, quand t'arrives à vendre ton truc et tout, t'es content. Mais j'avoue que c'est pas. T'as pas cette même. T'as pas un truc où tu te lèves de ton siège. C'est pas l'artisanat, tu vois, c'est pas... là, j'ai le droit à un café, là. Ouais, c'est ça, je suis Rocky, là. T'as résolu un putain de bug qui est archi vénère, où t'as augmenté les perfs, t'as fini ton truc sur plusieurs semaines, et là, tu te dis, putain, les gars, voilà, c'est en prod, ça marche, c'est lourd et tout, là, t'es refait, tu vois. Et après, nouveau challenge, et après, ça recommence à l'infini. Le moment où tu règles le truc dont les gens se plaignent depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, il y a rien de plus satisfaisant, c'est vrai. Mais c'est un bon point, c'est vrai qu'on peut finir sur ça, c'est vraiment en fait garder le point de motivation de tes équipes en tant que team leader, ou même toi, même dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de dev, c'est vraiment trouver le truc qui te fait vibrer. Toi, tu as vraiment l'air de trouver ça dans la gestion de tes équipes, des trucs comme ça. On sent. Moi, j'adore faire grandir les gens. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je kiffe. C'est incroyable. On sent la passion hein, quand tu dis ça, vraiment, le fait que tu kiffes, voilà, ça, de faire grandir les gens, construire des trucs, construire des équipes et leur permettre de mettre les meilleurs outils dans les mains pour construire. Parce qu'au final, c'est ça être dev. Au final, être dans une équipe de dev, tu peux dev tout seul, mais le mieux quand tu as ton équipe, c'est d'avoir le truc, tous les outils en main qui vont permettre de construire. Quoi. Et je pense qu'on va finir probablement sur ça. Merci beaucoup Lionel d'avoir été notre invité. Merci Kevin d'avoir été là avec nous.
Et merci à ceux qui étaient là pour le live ou qui regardaient en rediffusion sur YouTube. Ouais. Merci aussi à notre régie La de régie. luxe qui était là, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Le dernier Refacto avant l'été, on revient en septembre, donc profitez bien de vos vacances. Bronzé, peut-être. Bronzé, du soleil. Aujourd'hui il pleut, mais du soleil. Et je vous dis à la prochaine fois. Yes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Ciao, tous. bye. Ciao, ciao. Ciao.